La plupart des garagistes passent leur vie à réparer des voitures en panne. Ils connaissent chaque moteur fragile, chaque boîte de vitesse coûteuse, chaque cauchemar électronique qui transforme une vidange simple en un travail de 3 jours. Ce sont les personnes qui ont vu une chaîne de distribution détruire une BMW en moins de 100 000 km, qui ont vu un filtre à particules diesel, moderne, coûter plus cher à remplacer que la valeur de la voiture, qui savent exactement quel moteur éviter et pourquoi. Alors, quand on regarde ce que beaucoup d'entre eux conduisent réellement, on s'attendrait à des choix sûrs. Une Toyota, peut-être. Une Mercedes avec un moteur éprouvé. Quelque chose de japonais, d'allemand. Quelque chose avec une réputation construite sur des données. Au lieu de cela, à travers la France, on trouve encore des garagistes qui roulent quotidiennement avec de vieilles voitures françaises que tout le monde a abandonnées. Garées derrière les ateliers, dans les allées des petits garages de village, des voitures qui valent moins qu'un iPhone, que les concessions refusent en reprise, que la plupart des acheteurs font défiler sans un regard. Demandez à un garagiste indépendant dans un village ce qu'il conduit le soir et la réponse vous surprendra. Voici 7 voitures françaises que les garagistes continuent d'acheter longtemps après que tout le monde a cessé d'y prêter attention. Les critères de sélection. Avant d'entrer dans la liste, il faut comprendre ce qui qualifie réellement une voiture pour cette sélection. Parce que ce n'est pas un classement de fiabilité. Une Toyota Corolla peut ne jamais tomber en panne. Ce n'est pas le sujet. Les garagistes qui gardent ces voitures ne cherchent pas quelque chose de parfait. Ils cherchent quelque chose qui combine pièces bon marché, simplicité mécanique, réparabilité, vrai confort et longévité réelle. Les 5 en même temps. Cette combinaison est plus rare qu'on ne le croit. La logique est simple. Un garagiste ne veut pas une voiture qui ne tombe jamais en panne. Il veut une voiture qui coûte 200 € à réparer et prend un après-midi. Pas 2000 € et 3 semaines d'attente pour une pièce propriétaire venant d'un concessionnaire qui préférerait vous vendre une neuve. 7 voitures font cette liste. La Kangoo 1,9 litre diesel, la Logan 1,5 litre DCI, la Peugeot 406 HDI, la Citroën Xara HDI, la Citroën Xantia HDI, la Peugeot Partner 1,9 litre diesel et la Peugeot 405 diesel. Numéro 7, Renault Kangoo 1,9 litre diesel. Tout le monde voit la Kangoo de la même façon. Une camionnette bon marché, une voiture de chantier usée, le genre de choses garées devant chez un plombier avec un pare-choc enfoncé et un rétroviseur fendu. On les voit sur les routes départementales, entre les villages, transportant des outils, ramassant la poussière, vivant leur 3e ou 4e vie sans cérémonie. Rien d'excitant, rien de désirable. La voiture qu'on achète quand on n'a plus le choix. Ce que voient les garagistes est différent, et beaucoup d'entre eux en ont acheté une dès que les premiers propriétaires en ont eu fini. Sous le capot se trouve le diesel atmosphérique F8Q. Pas de turbo, pas d'intercouleur, pas de géométrie variable, rien d'électronique qui gère l'injection. Il fonctionne avec une pompe mécanique, ce qui signifie que le calage peut se faire à la main avec des outils basiques. Pas d'injecteur électronique coûteux prêt à lâcher au pire moment. Le compartiment moteur est tellement ouvert et accessible qu'une révision complète prend moins d'1 heure, du début à la fin. Les pièces mécaniques sont partagées dans tout l'écosystème Peugeot, Citroën et Renault de l'époque, donc les pièces sont partout et coûtent presque rien. Vous ne chassez pas une pièce spécifique sur un forum spécialisé. Vous appelez le fournisseur local et vous la récupérez le même après-midi. Le piège est réel cependant. La Kangoo est lente, vraiment bruyante sur autoroute, et la carrosserie rouille agressivement autour des passages de roues et des bas de caisse si elle a été négligée. Ce n'est pas une voiture qu'on conduit pour le plaisir, elle n'essaie même pas. Mais la seule chose qui tue vraiment une Kangoo 1,9 litre diesel, c'est la négligence, et c'est la seule chose qu'un garagiste ne fait pas. Numéro 6, Dacia Logan 1,5 litre DCI. Quand la Logan est sortie, c'était la voiture neuve la moins chère d'Europe.
construit en Roumanie, vendu à des acheteurs qui n'avaient pas d'autres options, sans prestige et sans communauté. La presse automobile l'a traité comme une blague. Les passionnés l'ont complètement ignoré. Le moteur K9K, qui équipe le 1,5 litre DCI, a mal commencé. Les versions avant 2005 développaient des problèmes de coussinets qui ont circulé rapidement dans les réseaux de garagistes et ont donné au moteur une mauvaise réputation qu'il a mis des années à surmonter. Mais les versions après 2008, les variantes 75 et 90 chevaux, racontent une autre histoire. Le problème de coussinet a été corrigé, le moteur a été renforcé et ce qui restait était l'un des diesels les plus produits en Europe, ce qui compte énormément quand on achète des pièces. Le K9K est allé dans les Clio, Mégane, Nissan Micra et des dizaines d'autres plateformes de l'alliance Renault-Nissan, ce qui signifie que la chaîne d'approvisionnement est énorme et les prix le reflètent. Le compartiment moteur est largement ouvert, la géométrie du châssis est simple comme un livre scolaire et la plupart des travaux sont accessibles à quelqu'un en première année de formation. Rien n'est caché, rien n'est propriétaire. Le piège est double. D'abord, les injecteurs précoces s'usent rapidement si la voiture a roulé avec du carburant bon marché ou contaminé. Donc, vérifier l'historique des injecteurs sur une Logan que vous envisagez d'acheter n'est pas optionnel. Ensuite, l'intérieur est vraiment inconfortable par tous les standards. Siège fin, plastique dur, bruit de route sans isolation. Vous sentez chaque kilomètre. Vous les trouverez entre les mains des garagistes indépendants à travers la France, souvent achetés pas cher quand une petite flotte a été liquidée ou qu'un propriétaire rural est passé à autre chose. Pour le coût par kilomètre, si vous trouvez le bon millésime avec un historique de carburant propre, rien d'autre sur cette liste ne s'en approche. Numéro 5, Peugeot 406 HDI. La plupart des gens voient la 406 comme un ancien taxi, une voiture qui a passé sa vie professionnelle à transporter des inconnus à Paris ou à Lyon, ou dans les flottes municipales des villes moyennes, avant d'atterrir dans les petites annonces à 800 € avec 250 000 km au compteur, un tableau de bord fissuré et une odeur qu'aucun désodorisant ne couvre complètement. Ce que la plupart des acheteurs voient, c'est une voiture finie. Ce qu'un garagiste voit, c'est une voiture qui a à peine commencé. Le 2 litres HDI, avec le système d'injection Bosch, est le moteur qui a changé ce que le diesel français pouvait être. Le XUD, qui l'a précédé, était la simplicité mécanique poussée à sa limite. Le 2 litres HDI avec Common Rail Bosch était l'étape suivante. Plus de puissance, combustion plus propre, et surtout une architecture d'injection Bosch que les fournisseurs de pièces stock encore complètement en 2025. Le châssis ne se tord pas, la géométrie de suspension garde son parallélisme pendant des décennies, et le confort de roulage embarrasse vraiment les berlines intermédiaires modernes vendues 2 fois plus cher aujourd'hui. Le piège, ce sont les équipements électroniques. Les modules de porte tombent en panne, les lève-vitres s'usent, les premières versions avec injection Siemens, pas Bosch, sont plus difficiles à approvisionner. Et cette pompe Siemens est la version à éviter complètement. Les plastiques intérieurs craquent avec l'âge et trouver une carrosserie qui n'a pas été négligée demande de la patience en 2025. Achetez la version Bosch, vérifiez le système d'injection et vous avez une voiture qui se répare à bas coût pour une décennie supplémentaire sans se plaindre. C'est pour ça que tant de taxis à la retraite ont fini entre les mains de garagistes plutôt qu'à la casse. Numéro 4, Citroën Xara HDI. Personne ne parle plus de la Xara. Elle est arrivée entre la Xantia et la C4, n'avait pas d'identité forte et a été écartée comme une berline banale de fin des années 90 sans rien d'intéressant sous la peau. La presse est passée vite à autre chose. Les passionnés ne sont jamais vraiment arrivés et c'est exactement pour ça que les garagistes ont commencé à en acheter. La Xara HDI utilise le même moteur 2 litres HDI que la 406, avec le même système d'injection Common Rail Bosch et la même interchangeabilité de pièces qui rend la 406 si attractive. Tout ce qui marche sur la 406 marche ici. La différence, c'est la carrosserie, plus légère, plus petite, moins chère à acheter sur le marché de l'occasion. Un garagiste qui travaille sur les 2 voitures chaque semaine le sait instinctivement, parce qu'il tire les mêmes composants du même catalogue fournisseur pour les 2. La caisse plus légère, mais aussi moins de charge sur la transmission au fil du temps, ce qui n'est jamais une mauvaise chose pour l'usure à long terme. Les problèmes sont réels et méritent d'être nommés. La carrosserie de la Xara rouille plus vite que celle de la 406, particulièrement autour des passages de roues arrière et des bas de caisse. L'habitacle paraît moins cher parce qu'il l'est.
La 406 avait une vraie ambition intérieure. La Xara ne faisait même pas semblant. Trouver un exemplaire propre en 2025 demande plus d'efforts qu'il y a 5 ans, et cet écart se creuse chaque année. Mais la proposition de base n'a pas changé. Le moteur de la 406 dans une voiture qui coûte 2 fois moins cher à l'achat, pour quelqu'un qui peut faire le travail lui-même, ce n'est pas une régression, c'est toute la stratégie. Numéro 3, Citroën Xantia HDI, le tournant. Demandez à 10 garagistes quelle voiture française ils regrettent d'avoir vendue. Et un nom revient plus souvent qu'on l'imagine. Ce n'est pas la 406, ce n'est pas la 405, c'est la Xantia. Ça surprend la plupart des gens, parce que la réputation de la Xantia sur le marché de l'occasion est vraiment terrible. La suspension hydropneumatique a détruit sa valeur de revente pendant des décennies. Les acheteurs entendent « sphère hydraulique » et ils partent, convaincus que c'est fragile, cher et impossible à entretenir sans passer par un spécialiste qui facturera en conséquence. Les particuliers se sont éloignés, les concessions refusées, les prix sont tombés au plus bas. Les garagistes ne sont pas partis, parce qu'ils comprenaient ce qu'ils regardaient vraiment. Les sphères qui terrifient les particuliers se changent en moins d'une heure, et les pièces coûtent moins cher qu'un jeu d'amortisseur classique sur une voiture conventionnelle. Ce n'est pas une supposition, c'est ce que paient réellement les garagistes quand ils font le travail. La peur existe parce que le système paraît inhabituel. Le coût ne correspond pas du tout à la peur. C'est ce décalage qui a créé l'opportunité. Le marché a décoté la voiture parce que les acheteurs craignaient la suspension. Les garagistes savaient que la suspension n'était pas le problème. Ils ont donc eu une qualité de roulage de voiture de luxe pour un prix de casse. Ce n'est pas de la chance, c'est exactement le genre de connaissance que les garagistes possèdent et que le reste d'entre nous n'a pas. Et la Xantia est l'endroit où cette connaissance a le mieux payé. La Xantia 2 litres HDI avec injection Bosch est la version à chercher. Même famille de moteurs que la 406 et la Xara, même chaîne d'approvisionnement, même logique de réparation. Mais dans une carrosserie avec un confort de roulage qui n'a vraiment aucun équivalent sous 30 000 € sur le marché moderne. La Xantia flotte sur les routes défoncées d'une façon qui vous prend complètement par surprise la première fois que vous la conduisez. Et contrairement à la Xara, la protection anti-rouille d'usine était meilleure. Le piège, c'est le liquide hydraulique LHM. Il doit être changé selon le planning, point final. Le négliger et les sphères se dégradent plus vite que prévu. Et la crémaillère de direction commence à en payer les conséquences peu après. Le remplacement des sphères est bon marché quand la voiture est entretenue. Ça cesse de l'être quand ce n'est pas le cas. Un historique d'entretien LHM documenté est plus difficile à trouver que la voiture elle-même. Et c'est le détail qui sépare un bon achat d'une erreur coûteuse. La peur de la suspension a maintenu les prix bas pendant des années. Les garagistes ont compris que cette peur était surtout du théâtre. Ils ont donc acheté les voitures que tout le monde avait abandonnées. Numéro 2, Peugeot Partner 1,9 litre D. La réputation du Partner est simple, une fourgonnette utilitaire avec une rangée de sièges vissés dedans. Achetée neuve par des artisans, revendue d'occasion à quiconque avait besoin de transporter quelque chose de volumineux sans dépenser pour une vraie camionnette. Fonctionnelle, oubliable, complètement sans romantisme. Sous le capot se trouve le même diesel atmosphérique F8Q que la Kangoo en numéro 7. Pas de turbo, injection mécanique, pas d'électronique qui gère l'injection, ce qui signifie pas de mauvaise surprise coûteuse quand quelque chose finit par s'user. Mais le Partner met ce moteur dans une carrosserie conçue pour absorber les coups dès le premier jour. Le plancher de chargement est plat, les portes s'ouvrent en grand et les pièces mécaniques sont partagées sur une longue liste de produits Peugeot et Citroën de la même génération. Rien ne nécessite d'outils spécialisés. Rien n'est caché derrière des composants qui demandent un système de diagnostic de concessionnaire. L'habitacle ne gagnera aucun concours. Les sièges s'usent vite, le chauffage devient peu fiable sur les exemplaires à fort kilométrage et le bruit d'autoroute est quelque chose auquel on s'adapte plutôt qu'on ne le résout. Ce n'est pas une voiture qu'on apprécie, c'est une voiture qu'on utilise de façon répétée et sans incident, jusqu'à ce qu'on décide d'en changer. Pour un garagiste, ce genre de fiabilité sans sentimentalisme est à peu près le plus beau compliment qu'on puisse faire à un véhicule. Numéro 1, Peugeot 405 diesel. Personne qui a passé du temps sérieux sous un diesel français ne sera surpris par celle-ci. La 405 a arrêté sa production en 1997. La 406 l'a remplacée, le temps a passé et la plupart des gens l'ont classée comme une relique. Quelque chose qu'on pourrait trouver en train de rouiller derrière la grange d'un agriculteur retraité en Auvergne ou au fond de la cour d'un garagiste de village, trop bonne pour la casse et trop vieille pour être vendue.
L'hypothèse est qu'une voiture aussi ancienne n'a plus rien à offrir en 2025 ou en 2026. Quand les garagistes parlent de vieux diesel français, tous les chemins mènent finalement au XUD. Pas par nostalgie, parce que chaque diesel français qui est venu après a été comparé à quelque chose, et ce quelque chose était le XUD. Le 1,9 litre atmosphérique n'est pas la référence parce qu'il est le plus puissant ou le plus économique. Il est la référence à cause de la façon dont il se comporte quand il commence à s'user. Presque rien sur ce moteur ne tombe en panne silencieusement. La pression d'huile baisse progressivement sur des semaines, pas du jour au lendemain. La consommation augmente lentement avant que quoi que ce soit ne casse vraiment. Le moteur signale ce dont il a besoin avant de l'exiger, ce qui vous donne le temps d'agir plutôt qu'une facture que vous n'aviez pas vu venir. Pas de command rail, pas de filtre à particules, pas d'injecteur électronique. L'injection mécanique signifie qu'un garagiste compétent peut diagnostiquer tout le système d'alimentation avec un manomètre et un jeu d'outils basiques. La disponibilité des pièces pour le XUD en 2026 reste remarquable, parce que le moteur est allé dans tellement de plateformes Peugeot, Citroën et au-delà que l'après-vente ne s'est jamais tarie. La géométrie de suspension de la 405 est simple et durable, et la carrosserie est un honnête acier qui réagit bien à l'entretien. Le vrai danger, c'est le plancher. Les bas de caisse et le plancher rouillent par en dessous, et une 405 qui a passé sa vie dans le nord de la France ou en Belgique peut être compromise structurellement pendant que le moteur tourne encore parfaitement. Trouver un exemplaire propre provenant d'un climat sec demande de la patience, mais les garagistes qui en ont trouvé une la lâchent rarement. Conclusion. Aucune de ces voitures n'est rapide, aucune ne répond aux normes de sécurité modernes, aucune n'a d'écran tactile, d'assistance au maintien dans la voie ou d'abonnement pour des sièges chauffants. L'acheteur moyen fait ses courses avec les publicités. Les garagistes font leurs courses avec l'expérience. Ils ont vu quels moteurs survivent à 300 000 km et lesquels n'atteignent pas 100 000. Ils ont chiffré les pièces, fait les réparations et vu quelles voitures reviennent et lesquelles disparaissent. Et quand les gens qui passent leur carrière à réparer les erreurs des autres continuent de choisir les mêmes vieux diesels français pour eux-mêmes, ça vaut généralement la peine de faire attention. Peut-être que la voiture d'occasion la plus intelligente n'est pas celle avec le dernier écran. Peut-être que c'est celle que le garagiste refuse de vendre. Laquelle de ces voitures voyez-vous encore sur la route près de chez vous ? Dites-le nous en commentaire.